Il y a bien longtemps, dans le village d'Omo, niché au cœur des terres fertiles où le soleil semble caresser la terre avec tendresse, une ferme attira tous les regards et tous les murmures. C'était la propriété de Mama Aigreko. Personne n'ignorait son existence. Elle s'étendait à perte de vue, si vaste que, depuis un bord, l'horizon avalait l'autre extrémité dans un voile de brume dorée. Ces ignames formaient des rangées parfaites, hautes comme des hommes debout, vigoureuses, gorgées de vie. Les tubercules étaient si gros qu'on aurait dit des trésors enfouis. Les champs de manioc ondulaient doucement sous la brise, et le maïs dressait ses épis comme des sentinelles fières. Cette abondance semblait défier les saisons et les caprices du ciel. Les gens venaient de loin pour admirer ce miracle. Les voisins se promenaient entre les sillons impeccables, respirant l'odeur riche de la terre travaillée. Les commerçants inspectaient les récoltes, les yeux brillants d'envie, avant de conclure des affaires juteuses. Les enfants, riant aux éclats, couraient entre les plants, inventant des jeux où ils se cachaient derrière les feuilles géantes. La ferme de Mama Aigreko était devenue légendaire, non seulement à Omo, mais dans tous les villages alentours. Pourtant, un mystère planait, on n'y voyait jamais âme qui vive pour travailler. Pas un ouvrier, pas un journalier. Quand on interrogeait Mama Aigreko, elle répondait avec un sourire calme, « Je me lève avant l'aube, je me couche après la lune. C'est mon secret. Le travail acharné, rien d'autre. » On observait ses mains, douces, sans la moindre corne, sans trace de terre incrustée sous les ongles. Des mains de femme qui n'avaient jamais vraiment peiné sous le soleil brûlant. On s'étonnait, on chuchotait, mais qui osait insister? Après tout, elle était riche. Et la richesse impose le respect, même quand elle cache des ombres. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que la ferme grouillait de travailleurs. Des centaines d'âmes besognaient sans relâche, du lever au coucher du soleil, et même au-delà, dans l'obscurité. Ils plantaient, sarclaient, récoltaient, encore et encore. Ils ne s'arrêtaient jamais. Ils ne se plaignaient jamais. Ils ne demandaient rien en échange. Mais ces travailleurs étaient invisibles, ou plutôt, ils n'appartenaient plus au monde des vivants. C'étaient des fantômes. Des esprits asservis. Et seule Mama Aigreko pouvait les voir. Chaque matin, avant que le village ne s'éveille, elle se rendait dans une petite hutte isolée, à l'angle de la ferme. Elle verrouillait soigneusement la porte derrière elle. Là, cachée dans un coin sombre, se trouvait une modeste jarre en argile contenant une eau particulière, presque noire, immobile comme un miroir maudit. Elle en versait un peu dans ses paumes, s'en lavait le visage et murmurait les paroles que le sorcier lui avait enseignées, des mots anciens qui faisaient frémir l'air, « Yeux qui voient les vivants, voyez les morts. Yeux qui voient le jour, voyez la nuit. Ouvrez-vous. » Et soudain, le voile se déchirait. Le monde des esprits s'ouvrait à elle. Alors apparaissaient les silhouettes grises, errant entre les plants. Leur peau avait la couleur de cendre froide. Leurs yeux étaient vides, deux puissants fonds. Leurs gestes étaient raides, mécaniques, comme des marionnettes mues par une force invisible. Ces esclaves fantômes. Pour tous les autres visiteurs, curieux, enfants où les champs restaient déserts, magiques, comme si la terre elle-même faisait pousser les récoltes par pure générosité. Mais ce prodige n'avait pas toujours existé. 15 ans plus tôt, Mama Aigreko et son mari vivaient dans la misère la plus noire. La pauvreté les rongeait comme une maladie incurable. Les rats entraient dans leur cuisine et repartaient affamés, déçus. Leurs deux filles, Aigreko la douce et Kémi la curieuse, portaient des haillons que même les mendiants auraient refusés par fierté. Quand Mama Aigreko traversait le marché, les autres femmes se moquaient dans son dos, riaient de sa robe usée jusqu'à la trame, de ses épaules voûtées par la honte. Chaque soir, elle écoutait ses enfants pleurer de faim, le ventre creux, les yeux brillants de larmes qu'ils retenaient pour ne pas l'accabler davantage. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en elle. Elle noua son unique pagne propre autour de la taille, prit une lampe à huile tremblotante et s'enfonça dans la forêt profonde, là où même la lune hésitait à pénétrer. Au cœur des ténèbres vivait un devin redouté, un homme dont le nom seul faisait baisser les yeux. Elle s'agenouilla devant lui et prononça les mots qui changeraient tout, « Je veux devenir riche. Peu importe le prix. » Le vieil homme la fixa longuement, puis parla d'une voix rauque, « Tu désires une ferme qui se cultive seule? Une richesse qui ne s'épuise jamais? Alors il te faut des ouvriers qui ne dorment pas, qui ne se fatiguent pas, qui ne réclament jamais de salaire. » « Où trouver de tels êtres? Demanda-t-elle, le cœur battant. « Tu les créeras toi-même. Écoute bien. À minuit, pour chaque personne que tu veux à ton service, appelle son nom d'esprit. Son esprit répondra. Au matin, elle mourra morsure de serpent, fièvre soudaine, chute fatale, peu importe la forme. Après l'enterrement, son âme se lèvera et viendra travailler sur ta terre pour l'éternité. Mais, les gens les verront-ils? Les morts habitent un autre monde. Personne ne les verra, sauf toi, si tu as les yeux ouverts. Je te donnerai une eau sacrée. Chaque matin, lave-toi le visage avec elle et tu les verras. Sans elle, même toi tu seras aveugle à leur présence. Et ton secret restera enfoui.
Une dernière chose, ton mari posera trop de questions. Utilise ceci. Il lui tendit une petite calebasse de poudre noire. Enterre-la sous sa natte de sommeil. Son esprit sera enchaîné. Il t'obéira sans réfléchir, comme un serviteur parfait. Elle repartit avec la jarre d'eau et la poudre maudite. Cette nuit-là, pendant que son mari dormait, elle glissa la poudre noire sous sa natte. Au lever du jour, Baba Aigreco se réveilla changé. Ses yeux étaient voilés, troubles, comme s'il regardait le monde à travers un tissu sale. Il ne questionnait plus. Il obéissait. Baba, lave mon linge. Oui, maman. Baba, prépare à manger. Oui, maman. Il était devenu son ombre docile. La première victime fut sa propre cousine, Baudu. À minuit, Mama Aigreco sortit, brûla la poudre noire et murmura, « Baudu, fille d'Aduc, née sous la pleine lune, j'appelle ton esprit. J'appelle ton esprit. » Loin de là, Baudu se réveilla en sursaut, une main invisible serrant sa poitrine. Elle voulut crier, mais sa voix s'étrangla. Elle s'effondra. Le lendemain, on trouva son corps, une morsure de serpent noir et enflé à la cheville. Le village pleura, chanta des lamentations, l'enterra avec respect. 3 jours plus tard, Mama Aigreco se lava le visage avec l'eau sacrée. Arrivée près d'une petite remise, elle posa une grande marmite de nourriture préparée par Baba. La terre trembla légèrement. Baudu émergea du sol. Plus humaine. Peau grise. Yeux vides. Sans un mot, elle saisit une ouée et se mit au travail, infatigable, sans sueur, sans souffle car elle était morte. La ferme prospéra. Pendant 15 longues années, Mama Aigreco répéta le rituel. Une à une, elle appela les âmes. Une à une, elles moururent de morts inexplicables. Une à une, après leur enterrement, elles rejoignirent les rangs des esclaves fantômes. Chaque matin, Baba, l'esprit brisé par le sortilège, cuisinait 3 énormes marmites de nourriture, assez pour nourrir 100 personnes. Mama portait ses charges sur sa tête jusqu'au champ. Elle nourrissait les fantômes, qui mangeaient en silence avec leurs visages cendrés. Puis ils reprenaient le labeur, planter, récolter, désherber, étendre les terres encore plus loin. Les filles grandissaient. Aigreco, l'aînée, profitait de cette vie facile sans se poser de questions. Kémi, la cadette, voyait tout. Elle remarquait les yeux vides de son père, les charges énormes de nourriture pour une ferme sans ouvriers, les morts mystérieuses qui frappaient le village, serpents, fièvre, accidents et surtout cette hutte interdite à l'est, où personne n'avait le droit d'entrer. Un matin, Kémi décida de suivre sa mère. Elle la vit charger les marmites et partir. Discrètement, elle emboîta le pas, se cachant derrière les arbres, le cœur cognant. Arrivée à la ferme, Mama entra dans la hutte. Kémi s'approcha, se faufila par une planche descellée. Elle trouva la jarre. L'eau semblait vivante, trop calme, trop sombre. Dehors, elle entendit sa mère parler, à qui? La ferme était censée être vide. Tremblante, Kémi versa de l'eau dans ses mains, se lava le visage et murmura, « Yeux qui voient les vivants, voyez les morts. Ouvrez-vous. » Le monde bascula. Elle sortit et découvrit l'horreur, des dizaines, des centaines de silhouettes grises besognaient. Elle reconnut son oncle Tindi, mort 3 ans plus tôt d'une maladie foudroyante, en train de planter des ignames. Baudu, sa cousine, morte 10 ans auparavant, récoltait du manioc. Tous ceux qui avaient disparu mystérieusement ces 15 dernières années, tous esclaves sur la terre de sa mère. Mama circulait parmi eux, posant des bols, ordonnant, « Travaillez bien aujourd'hui, la récolte sera grande. » Kémi plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle s'enfuit, courant jusqu'au village, les poumons en feu. Elle surgit sur la place, « À l'aide. Ma mère tue des gens. Il y a des fantômes sur sa ferme. Des morts qui travaillent. » On la crut d'abord folle. Mais quand elle insista, une vingtaine de villageois dont des mères, des pères, des frères ayant perdu un proche la suivirent. Sur place, ils ne virent rien, juste des champs magnifiques, vides. « Attendez, » dit Kémi. Elle courut chercher la jarre et expliqua le rituel. Le chef du village s'exécuta le premier. Il se lava le visage, prononça les mots. Son visage devint livide. « Mon neveu? Tindi, il est là, en train de planter. » Un à un, ils essayèrent. Un à un, ils virent. Une femme hurla, « Mon fils que nous avons enterré l'an dernier. » Les cris, les pleurs, les lamentations emplirent l'air. Les villageois reconnaissaient leurs disparus, condamnés à l'esclavage éternel. Mama arriva, portant les marmites vides. En voyant la foule, leur regard horrifié fixé sur ses esclaves, elle se figea. Le chef avança, la voix brisée par la rage et le chagrin, « Mama Aigreco, qu'as-tu fait ?» Elle laissa tomber les marmites. « Je peux expliquer. » « Expliquer comment mon fils est devenu ton esclave » hurla une mère. À cet instant, dans la concession familiale,
la poudre noire sous la natte de Baba se fissura en deux. Son esprit se libéra d'un coup. Les souvenirs affluèrent, 15 ans de servitude, d'obéissance aveugle, d'humiliation. Il lâcha la cuillère qu'il tenait et courut vers la ferme, guidé par les cris. Là-bas, Mama était à genoux, entourée d'une foule furieuse. « Combien ?» tonna le chef. « Combien as-tu tué ?»« Trop, j'ai perdu le compte, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin. « J'étais piégé. Une fois commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Il fallait les nourrir chaque jour, sinon ils m'auraient tué. » La foule avança, menaçante. Baba surgit alors. Il voyait tout, les fantômes, sa femme, la vérité. « Tu m'as enchaîné l'esprit pendant 15 ans. Tu m'as fait laver ton linge, cuisiner pour des morts. Je n'étais même plus capable de penser. » Mama s'effondra. Un cri primal jaillit de sa gorge, un hurlement venu des profondeurs de son âme, chargé de 15 années de crimes et de remords. Elle se prit la tête, riant et pleurant à la fois, parlant aux absents. « Pardon, mes enfants. Oncle Tindy, pardonne-moi. Ne me regardez pas comme ça. » Elle avait perdu la raison. Au même moment, les fantômes s'immobilisèrent. Ils se tournèrent vers les vivants qui pouvaient enfin les voir. Puis, un à un, ils s'estompèrent, comme de la brume chassée par le soleil. Libérés. La terre trembla. Les villageois s'enfuirent tandis qu'un grondement montait. La remise aux récoltes prit feu, des flammes froides, spectrales. En quelques minutes, tout brûla, igname, maïs, manioc, réduit en cendres grises emportées par le vent. Les flammes gagnèrent les champs. Les plants noircirent, pourrirent, s'effritèrent. La terre fertile devint stérile, grise, morte. 15 ans de richesse maudite s'évanouirent en un instant. Le village s'occupa du sorcier le jour même. Ils le trouvèrent dans sa hutte forestière, le firent avouer, incendièrent ses objets, le chassèrent à jamais. Mama Aigreco ne retrouva jamais sa lucidité. Elle restait assise dans la cour, parlant à des fantômes qu'elle seule voyait, pleurant, riant, s'excusant dans le vide. Kémy et Aigreco vendirent ce qui restait et distribuèrent l'argent aux familles endeuillées. Ce n'était qu'une goutte dans l'océan de leur douleur. 3 ans plus tard, Mama Aigreco s'éteignit doucement dans son sommeil. On l'enterra loin, très loin des tombes de ses victimes. Sur sa sépulture, ils plantèrent une unique fleur, pas en hommage, mais pour marquer l'endroit, pour rappeler à tout ce qui arrive quand on échange des âmes contre la richesse. Aujourd'hui encore, on raconte cette histoire à Homo. Aux enfants qui rêvent trop grand. Aux jeunes qui cherchent des raccourcis vers le succès. À quiconque croit que la fortune vaut n'importe quel prix. La ferme maudite existe toujours. Mais rien n'y pousse plus. Le sol est gris, stérile. Même les mauvaises herbes l'évitent. Et par certaines matinées calmes, si vous vous tenez au bord de ce champ mort et tendez l'oreille, vous entendrez peut-être le bruit sourdé ou frappant la terre. Le son fantomatique d'esclaves disparus, travaillant encore pour une maîtresse qui s'est détruite elle-même en voulant fuir la misère. Certains raccourcis ne mènent qu'à la ruine. Certaines richesses coûtent plus cher que tout ce que l'on possède. Et certains secrets, une fois révélés, réduisent le monde en cendres.